Nous poursuivons donc avec le Niger où, nous le disions, les observateurs sont unanimes pour saluer le scrutin du dimanche 27 décembre dernier. Francisco, vous avez la parole avant la pause. Oui, mais quand vous voyez même la Centrafrique où s'est déroulée une élection qu'on peut qualifier de partielle, mais les observateurs sont satisfaits. Donc pourquoi pas au Niger où c'est encore plus... l'élection était encore plus ouverte et puis avec une large participation de la population. Donc voilà le nouveau modèle que nous voyons qui est en train d'être imprimé. On ne sait pas si c'est encore, disons, une stratégie de l'Occident qui va faire que, bon, lorsqu'un président est en train de quitter, s'il est ami avec le colon, qu'il organise son départ en mettant un dauphin, que ce dauphin soit garanti de la gagne. Donc voilà ce que nous sommes en train de voir. Donc, le Niger vient de le faire avec... est en train de le faire et on ne peut que leur souhaiter bonne chance que, disons, la démocratie progresse dans ce pays. Alors, c'est vrai qu'on salue ce que le Niger vient de faire, mais moi j'ai envie de dire, et quand je vois le tableau que dépeint Francisco, peut-être rappeler que le Niger fait partie des pays les plus pauvres du monde, un pays appauvri aussi par sa classe politique. Tout à fait, c'est l'Afrique, c'est le charme de l'Afrique. Vous imaginez que la RDC détient au moins 5% des richesses mondiales. Vous voyez l'état de la RDC. Des gens sont sans électricité, des gens sont sans eau potable, des gens n'arrivent même pas à s'assurer 2 repas par jour. Vous imaginez un peu le paradoxe parce que les ressources qui sont là, elles sont exploitées, mais elles ne sont pas exploitées pour le bien-être des autochtones. Les ressources qui sont exploitées pour le bien-être des étrangers. Quand on voit par exemple l'uranium au Niger, au Mali, combien en profitent réellement? Combien de Nigériens en profitent? Mais ce sont beaucoup plus les Occidentaux qui en profitent. Vous imaginez, quand on parle du pétrole, combien de Nigériens en profitent? Mais ça rappelle cette histoire. Quand le président Bongo est mort en juin 2009, c'est quelqu'un qui disait que le pétrole gabonais, les Français en ont beaucoup plus profité que les Gabonais eux-mêmes. Vous imaginez un peu. Donc c'est un peu ça le paradoxe en Afrique, c'est que nous avons des ressources, mais ce sont les autres, les étrangers qui en profitent beaucoup plus que nous-mêmes autochtones. Quand vous allez au Niger, bien sûr, Francisco, il dit oui, au Niger, il y a des routes, tout ça. Mais quand on braque les caméras sur tout le pays, mais vous allez avoir les larmes aux yeux. Quand on braque les caméras sur certains villages, sur le quotidien des Nigériens, sur la majorité, vous allez voir, mais c'est dans ce pays-là qu'on voit toutes ces ressources. Donc c'est juste dire que on a des ressources, mais on ne sait pas comment les exploiter. Tout d'abord, ça devient... il y a la politique qui détruit tout. Là, au niveau de la politique, il y a la diplomatie. Il y a des gens, des étrangers qui viennent, qui disent, bon, on veut tel pas, donc vous devez nous satisfaire. Et là, vous nous satisfaites, et puis on garantit votre pouvoir, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, ça continue. La deuxième chose, c'est au niveau de l'éducation, de la responsabilité des leaders, des leaders nigériens, des leaders africains, où il va falloir qu'ils aient un plan pour leur pays. Au niveau du Niger maintenant, le président qui viendra, le prochain président, le président élu, quel sera son plan par rapport au développement, par rapport à l'éducation du Niger? Maintenant, il y aura des ressources, comment les exploiter, comment former les jeunes pour qu'il y ait une certaine adéquation entre la formation et l'offre. Donc il y a tout ça. Donc s'il n'y a pas tout ça là, donc on aura toujours des problèmes. On va avoir des ressources, mais on va demander aux Occidentaux, venez exploiter parce que c'est vous qui avez l'expertise nécessaire, c'est vous qui avez les machines, c'est vous qui avez les matériels, c'est vous qui avez l'argent, venez exploiter et vous prenez 80% et vous nous laissez 20%. Comment on peut se développer dans de telles circonstances? Moi je pense que la première responsabilité incombe aux jeunes Africains, incombe aux autorités africaines. Dans la plupart des pays, quand on vote les jours d'élection, il ne se passe pas grand-chose. Ce sont surtout les lendemains, surtout de proclamations qui créent des tensions. Les résultats au niveau du Niger sont attendus d'ici vendredi. Vous pensez que ça va être aussi serein? Bon,
puisque le calme est là. Le calme est là. Et il n'y a pas encore des discussions, des déclarations ici et là. Donc les gens sont en train de respecter le processus électoral tel que conçu. Et puis, quand vous voyez au niveau des décomptes, c'était vraiment une forte participation. Et puis c'est ça aussi l'intérêt lorsque l'élection est couplée. Quand on fait par exemple les législatives et la présidentielle et autres en même temps, vous sentez qu'il y a plus de contrôle qui se fait et ça donne un peu plus de transparence. Donc voilà le process. Donc, étant donné que jusqu'ici il y a le calme, j'ai déjà donné des exemples où on a rejeté la candidature des candidats, mais que ça n'a pas fait de mort. Et donc, on espère qu'ils vont garder le cap pour pouvoir, disons, consolider à l'avenir. On l'avait dit, Tshisekedi, on ne croyait pas que la RDC aujourd'hui, avec Tshisekedi, va tourner le dos à son patron. Donc, ailleurs aussi, ça s'est passé. Donc, disons que c'est avec le temps qu'on saura réellement, c'est le temps qui donnera raison à ce qui est en train de se faire. Donc, les œuvres telles que, je l'ai dit, telles que moi j'ai constaté sur le terrain en quelques années, mais si les prédécesseurs avaient fait autant, je pense que le Niger, comme la situation dont il parlait, que ce n'est pas aussi développé, mais si les 10 ans qui sont passés, ce qu'on a vu, si les prédécesseurs avaient fait autant, aujourd'hui, le pays serait loin. Oui, mais vous vous rappelez, on saluait tout récemment quand il est décédé, Mamadou Tandja, pour être l'un des acteurs majeurs du développement à la base au niveau du Niger. Oui, il y a une base, mais à l'époque, peut-être les contrats qu'il avait ne permettaient pas de pouvoir avancer. Voilà. Maintenant, peut-être qu'avec Mamadou Issifou, il y a eu peut-être un peu de révision de contrat, vous vous rappelez, avec tous les problèmes que Arriva eu, tout ça là. Donc, celui qui viendra également, il faut que vraiment il puisse mettre les bases d'une démocratie, lutter contre la corruption qui est une gangrène. Il a parlé de la formation, c'est indispensable. Mettre les hôpitaux sur place. Quand vous voyez, le pays est vaste, mais il y a beaucoup d'endroits qui sont vides. Mais Gaddafi nous a montré sur un exemple qu'on peut développer son pays, même créer des pipelines avec de l'eau, des lacs artificiels, avec des forages robustes. Pourquoi le Niger ne peut pas le faire? Pourquoi nos pays, quand vous sillonnez le pays, vous voyez qu'il y a beaucoup d'étendues inexploitées. Or, nous avons de la matière, nous avons un marché qui est là, il faut produire pour nourrir les populations, il faut aussi installer les usines au plan local pour transformer. On ne veut pas continuer, l'Afrique ne veut pas continuer d'exporter les matières premières. On commence par gagner lorsque on produit, on ajoute la valeur ajoutée, c'est avec la production. Ce n'est pas avec l'extraction et vente. Donc, nous avons la terre à cultiver, à développer nos machines sur place. Il ne faut pas aller acheter des indienneries que lorsqu'on amène 2 jours après, disons une saison agricole, même on ne peut pas l'utiliser totalement. Donc sur place ici, avec nos écoles techniques, nos universités, on peut faire autant et mettre notre pays au travail, la jeunesse, cette jeunesse nigériane qui vient envahir le Togo. Ils sont nombreux. Quand vous voyez le Togo, c'est un grand pays de destination. Commerce, ce que les Togolais eux-mêmes ne veulent pas embrasser. Quand vous voyez les grands immeubles, les grands immeubles, aujourd'hui au pays, c'est eux. Et puis, il y a aussi un phénomène, mais ils amènent beaucoup de
nos tâcherons, les menuisiers, les maçons, tout ça là, au Niger pour aller construire parce que leur système d'habitat n'est pas le même. Et chez nous, aujourd'hui, ils sont en train de moderniser. Donc, voilà je veux ajouter, ça c'est beaucoup plus politique, c'est-à-dire, on espère que ce système de dauphinat là, au moins, puisse marcher. Oui, et je pense que ça va renforcer un peu le système d'alternance. Parce que si le dauphinat là peut marcher jusqu'à 5 ans et que le président sortant, on n'arrive pas à l'enquiquiner un peu, donc je pense que ça va donner d'autres exemples où ça va permettre à d'autres pays d'emboîter le pas à ce que Issoufou Mamadou a fait. Parce que c'est une question de confiance. Si le président, le futur président élu, si c'est son dauphin qui est arrivé à être élu, et si ce nouveau président arrive à bien garantir une retraite paisible au président sortant, je pense que ça fera belle affaire en ce qui concerne le renforcement du système d'alternance que tout le monde recherche. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce que c'est cette histoire de troisième mandat qui cristallise toujours l'atmosphère politique en Afrique. Les chefs d'État, en réalité, on voit, c'est comme ça se poursuit. Les chefs d'État se disent, 2 mandats, non, nous on ne peut plus. Il faut trouver d'autres mécanismes pour faire plus de 2 mandats. Et donc, les opposants, eux, ils restent toujours dans l'intellectualisme, dans les papiers. Les chefs d'État ont déjà dépassé ça. Donc, je pense que le système de dauphinat, il faut arriver à l'applaudir et à le renforcer pour éviter assez de violence, assez de morts, assez de blessés en Afrique. Nous allons passer au second sujet maintenant. On va parler du Bénin, l'état de la nation. Patrice Talon voit son pays sur les rails du développement. Le président Patrice Talon a prononcé son discours, son traditionnel discours conformément à l'article 72 de la Constitution béninoise. Discours sur l'état de la nation. C'était au palais des gouverneurs à Porto Novo, la capitale du Bénin. Le président béninois note des avancées faites par le Bénin en moins de 5 ans, notamment le changement de l'esprit qui animait les Béninois, et des avancées qui ont permis au pays de quitter l'étape de pays très pauvre pour celui de pays à revenus intermédiaires. Selon Patrice Talon, dans tous les domaines, le Bénin tient désormais le bon bout. Les Béninois ont compris en moins de 5 ans que la construction d'une nation moderne, forte, résiliente, respectée dans le monde passe par le travail acharné, dans la rigueur, le sérieux et l'ordre. De fait, souligne le chef de l'État, nous avons repris confiance en nous-mêmes et nous nous sommes réunis au travail avec abnégation et sérieux. Francisco, Patrice Talon, disons-le qu'il jette des fleurs à son quinquennat finissant. J'allais dire, c'est le danseur qui s'apprécie. Est-ce que c'est le danseur qui s'apprécie? On a déjà eu le débat lorsque le Bénin est allé vers les revenus intermédiaires et Firmem avait traité ici comme le supporter premier de Patrice Talon. Danser, s'apprécier, bon, si ce qu'on fait est bon, il faut le dire. Mais quand c'est mauvais aussi, il faut avoir le courage de le dire. Là, il n'a parlé que développement, économie. Il n'a pas touché l'aspect politique où il s'est trop mis dedans. Où il a asphyxié, où il revient même sur une parole, parce que c'est lui-même qui avait dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Mais on voit que ce mandat se prolonge. Vous savez, j'ai cherché à comprendre un peu, à voir le profil de cet homme d'affaires qui est venu à la tête du Bénin et qui, disons, a eu beaucoup de difficultés sur le plan politique. Et c'est tout à fait normal. C'est comme Donald Trump qui est aux États-Unis, qui est arrivé un homme d'affaires et sur le plan politique n'a pas pu réussir. Mais ce monsieur est en train de faire un travail qui est en train parce que j'ai suivi certaines de ses interventions et il met beaucoup l'accent sur la formation professionnelle. D'accord? Et puis, ce modèle, c'est le modèle, par exemple, canadien.
Allemand. Oui, canadien, allemand. Même c'est ce que la Chine utilise. Et à l'époque, quand vous prenez Thomas Sankara, à l'époque, Thomas Sankara avait même envoyé des jeunes au Cuba pour être formés, pas de formation universitaire, mais secondaire, qui sont des gens qui viennent pour faire la production, et non pour être des bureaucrates. Donc il est en train de transformer, et disons, la société béninoise à être productive. Et je vais vous donner des exemples. Et au Togo, ici, en 2007-2008, nous avons réalisé un programme qu'on appelait le programme de restructuration et de mise à niveau des industries agro-industrielles de l'UEMOA. C'était un programme conduit par l'ONUDI et l'UEMOA. Donc, nous avons tous, c'est-à-dire que ce soit le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire et autres pays, nous avons, le Sénégal, nous avons fait le même programme, le projet, la phase pilote. Mais quand je vous dis, le Togo s'est arrêté à la phase pilote du projet. Mais les autres ont continué. Mais quand la dernière fois, nous avons été invités en tant qu'experts national du programme, mais c'est un Béninois qui est venu, c'est-à-dire le directeur du programme du Bénin, qui est venu nous entretenir sur ce qu'ils ont fait avec ce programme c'est-à-dire de 2017 et 2007 à ce jour. Je vous assure, le Bénin a revu le programme et a adapté le programme comment on appelle ça, au contexte béninois. Et ça joue beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont quitté les industries agroalimentaires, ils ont pris en général tous les métiers où ils font tout, c'est-à-dire que un couturier qui est là, qui a du marché ou qui a du potentiel technique, on l'assiste à devenir, ou bien même à les grouper pour qu'ils deviennent une entreprise capable de produire et d'exporter. Est-ce que vous voyez? Donc, or, le Togo est resté sur la phase pilote de je crois, 9 industries sur lesquelles on avait travaillé à l'époque. Et or, aujourd'hui, le Bénin est à plus de 100 entreprises. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez le discours du chef de l'État béninois, il s'adresse directement aux Béninois. Patrice Talon s'adresse directement aux Béninois. Il réunit les jeunes au palais des congrès pour leur parler. Ce que nous voulons du Bénin de demain. Donc que la chose rentre dans la tête des populations, surtout de la jeunesse, que la jeunesse sache que on ne va pas à l'université, ne va plus produire seulement des gens pour venir rester dans le bureau, mais on peut, avant d'arriver à l'université, avoir un métier à la main, productif, technique, pour pouvoir participer au développement du pays. Et il le fait, il discute directement avec les populations, avec les apprenants, et c'est une chose extraordinaire. Donc, quand quelqu'un décide de le faire ainsi, c'est que il est en train de faire une mutation de sa société. D'accord. Est-ce que Patrice Talon, moi j'ai lu les grands traits de son discours, c'est très élogieux, le Bénin va très bien, le Bénin est sur les rails du développement, le Bénin a connu une mutation dans tous les domaines. Bref, Patrice Talon estime être le meilleur président que le Bénin a connu en 60 ans. Patrice Talon, c'est ce danseur-là qui s'apprécie parce que quand vous suivez un peu tout son discours, c'est qu'il s'est mis dedans. Il s'est trop mis dedans. Il pouvait dire le Bénin a fait des performances, tout ça, mais il s'est trop mis dedans. Et c'est comme c'est lui qui a tout fait, quoi. Tout ça. Patrice Talon, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que Patrice Talon dise? Que nous avons eu des problèmes, nous avons dit ceci, tout ça. Non, il veut peindre le Bénin en blanc, il ne veut pas peindre le Bénin en noir. Parce que de tout ce qu'il raconte là, oui, c'est ça, ce sont des chiffres macroéconomiques, mais dans le quotidien, c'est moi ce qui importe, c'est dans le quotidien des Béninois. Est-ce que la situation a véritablement changé? Est-ce que les Béninois peuvent s'assurer 2 repas par jour? Est-ce que les Béninois vivent avec plus d'$1 par jour? Est-ce que les Béninois
Béninois, ils se soignent mieux maintenant. Quand il dit l'électrification, le problème est presque réglé. Quand il dit l'eau potable, le problème est presque réglé. Mais quand il dit au niveau des hôpitaux, ça va. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'au niveau des routes, c'est ça? Est-ce que les villages, est-ce que tous les villages sont électrifiés au Bénin? Il y a des milliers de villages au Bénin. Est-ce que tous les milliers de villages sont électrifiés? Est-ce qu'il y a de l'eau potable dans tous les villages? Est-ce que tous les villages, au moins, s'assurent au moins le minimum vital? Donc, s'il n'y a pas tout ça, là, si ça reste seulement en ville ou avec tout ce que nous voyons sur les écrans de télévision, et il vient faire ce beau discours sur l'état de la nation du Bénin devant les parlementaires, bon, je pense que c'est ce danseur-là qui veut bien s'apprécier, qui veut continuer par s'apprécier. Bien sûr, il fait tout ce qu'il fait là, c'est de la politique, c'est tout ce qu'il fait sur ces derniers temps, en se baladant dans toutes les localités, en disant que oui, moi je veux mettre fin à la corruption. Les gens disent que l'argent ne circule plus. Oui, pourquoi l'argent qui circulait, c'est cet argent, avec cet argent que nous avons électrifié ici, c'est avec cet argent que nous avons fait ça et ça. Mais tout ça là, quand vous voyez tout ça là, je pense qu'il fait juste de la politique. Hein. Moi, je veux bien le suivre au second mandat. Je veux bien le suivre au second mandat, bien sûr. Francis Napoukouara, c'est son gars. Il apprécie toujours. Il le peint toujours en bon président. Mais moi, je n'ai pas trop confiance. C'est un politicien qui parle. Combien de milliards lui-même il a raflé dans tout ça? Combien de sociétés écrans lui n'a pas créé? Combien d'opposants lui n'a pas fait arrêter? Combien d'opposants il n'a pas fait sortir du pays? Quand on parle de la corruption aujourd'hui, est-ce que lui et ses gars ne seraient pas impliqués? Quand il y a de grosses affaires dans ce pays-là, est-ce que lui et ses gars ne seraient pas impliqués dans tout ça? Donc quand il fait tout ça là, je pense que c'est un bon président qui parle. C'est un bon président, il fait juste joue le rôle de ce bon président-là. Sinon, il est loin de l'être. C'est comme on oublie trop vite tout ce que les Béninois ont subi avec les dernières élections, avec tous les actes de violence, tous les actes de violence que le Bénin a connus, surtout pour politique, des gens qui sont morts, des gens qui ont été blessés, des gens qui ont été arrêtés. Donc, il ne fait pas mention de tout ça. Il y a des Béninois qui restent toujours en prison. Vous oubliez qu'il y a un de nos confrères aussi qui a été arrêté. Entre-temps, c'est Ignace Sassou, on a longuement parlé ici, il a fait des mois en prison. On oublie tout ça et puis il oublie tout ça dans son discours. On dit l'état de la nation. Ça veut dire comment va le pays? Comment va le pays? C'est un bilan, tout ce qu'il y a de négatif, ce qu'il y a de positif. Donc, il laisse tout ce qu'il y a de négatif. Mais il parle comme si le Bénin fait partie des premières puissances du monde. Il parle comme si le Bénin fait partie des premières puissances d'Afrique. Mais quand on veut comparer même le Bénin, le Togo et le Burkina Faso, mais je pense que le Bénin n'est pas en bonne posture. Et puis, Patrice Talon, dans son discours, il dit que le Bénin est cité et respecté à l'international, et nous avons retrouvé notre dignité. Un Bénin respecté à l'international, est-ce qu'on n'a pas des raisons d'en douter dans la mesure où vous savez que les condamnations pleuvent aujourd'hui sur le Bénin, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, plusieurs fois condamné le Bénin. Le Bénin a même été obligé de retirer sa déclaration de compétence à cette Cour-là. Moi, j'étais à Genève il y a un an et quelques où j'ai rencontré une des hautes responsables des droits de l'homme qui disait « Mais le Bénin était notre havre de paix. » Mais aujourd'hui, ce pays est méconnaissable. On a l'impression que Patrice Talon, il parle d'un autre Bénin. Non, j'ai bien dit, pas celui qui est à l'est de Genève. Oui, j'ai bien dit que sur le plan politique, il n'a pas fait mention. Donc il faut que les gens disent aussi ce qu'ils ont fait de mal, pas seulement ce qu'ils ont fait et en bien. Et Filmé, aujourd'hui, quand vous prenez... parce que vous avez fait un comparatif avec le Togo. Quand aujourd'hui, quelqu'un, c'est-à-dire que quand vous prenez le Togo, de Lomé à Saint-Cassé, c'est seulement Lomé qui a par exemple un scanner médical. Même dans la ville du président de la République, où il y aurait 11 milliardaires, à Kara, quand quelqu'un fait une crise là-bas, pour faire le scanner, il faut aller dans un village du Bénin, à Tangueta ou à Djougou pour aller le faire. Déjà, ils nous ont dépassé en cette matière. C'est-à-dire que même la capitale du Togo, les scanners qu'on peut trouver, c'est dans le privé. C'est-à-dire que si vous avez de la chance et que le chef de l'État vous fasse rapatrier par avion pour venir à Lomé pour vous soigner, quand vous descendez là, à l'aéroport, c'est l'ambulance qui vous prend là, c'est dans le privé, on va aller faire. Alors qu'au Bénin, là, même dans le village, Tangueta et choses, il y a ça. Donc là, ils nous ont dépassé. Je prends l'électricité, mais nous avions notre contour global.
Mais quand le Bénin a vu la facture c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qu'on nous a fabriqué comme contour global qui produit de l'énergie qui est excessivement chère. Mais le Bénin dit que je n'achète pas. Ok? Mais ils sont en train d'élever leur centrale pour pouvoir avoir de l'électricité à prix raisonnable. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous prenez la dernière fois, c'est que quand Talon parle, il fait allusion à certaines choses. Moi, je veux rester aujourd'hui un peu plus sur le plan économique, développement, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est ce qu'il a choisi, lui. Voilà. Donc, quand vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois, avec la fermeture de la frontière que le Nigeria s'est entêté, mais après, c'est le Nigeria qui a besoin du Bénin. Parce que ce qu'il voulait, c'était d'arrêter, c'est-à-dire que les importations du Bénin, c'est-à-dire que les Béninois étaient développés dans l'importation. Surtout le riz et autres. Voilà, et ils importaient pour aller vendre au Nigeria avec la contrebande, ce que les gens appelaient le smog, d'accord? Donc, pour aller vendre au Nigeria. Mais quand il a fermé cette frontière-là, il y avait également la production locale, c'est-à-dire que les productions de tomates, de vivres étaient destinées aux usines du Nigeria. Mais quand il a fermé, qu'est-ce qui s'est passé? Les Béninois se sont repliés. D'accord, c'est ce qui était arrivé à Gaddafi. Quand il y avait l'embargo, la Libye s'est repliée sur elle. Et la Libye a mis tout ce qu'il fallait pour faire son développement, en oubliant l'Occident. Parce que l'Occident nous a produit. Donc, tout ce que les gens importaient, c'est-à-dire que vous prenez l'argent dans les banques pour aller nourrir les agriculteurs de Taïwan, de la France, non? Donc, désormais, ils produisaient et des petites industries se sont créées. Je vous ai parlé du programme de restauration et de mise à niveau où le Bénin a quitté le petit concept sur lequel le Togo était resté. Il a évolué. Donc, vous voyez, le Bénin a compris qu'il faut produire localement. Et donc, des petites industries se sont créées. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que nous sommes en train de dire, je dis, le plan politique, de toute façon, nos pays s'égalent sur le plan politique. Le Bénin, on s'est retiré de choses. La Côte d'Ivoire s'est retirée des programmes. Oui, beaucoup de pays l'ont fait. Même d'autres ne l'ont pas fait, mais ils sont pires. D'accord? Mais nous voulons que nos pays aient des dirigeants qui parlent à leur peuple et qui ont un programme. C'est-à-dire quand on dit avoir un programme, c'est où? Il a bien dit dans ce discours, gouverner, c'est travailler pour aujourd'hui et pour demain. D'accord? Donc, il faut qu'on le sente. Et ça ne peut être que sur la formation. Et la formation, ce n'est pas forcément la formation universitaire, mais la formation qui doit aller à la production directe. Parce que nos pays ont besoin de produits et qu'on importe moins. Parce que l'importation détruit notre tissu économique. Donc, malheureusement, c'est votre gars, bien sûr. On va aller à la pause, s'il vous plaît. On va aller à la pause.